Révélez votre beauté naturelle en regardant votre émission Premier Pas avec Beauté Océanienne. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Premier Pas. Bébé arrive dans quelques mois, quelques semaines et vous vous sentez toujours un peu perdu au milieu de tous les articles de puériculture qui existent sur le marché. Et c'est bien normal, surtout pour un premier enfant. Alors, qu'est-ce qui est indispensable pour l'arrivée de votre bébé? On en parle avec nos invités. Alors pour nous aider à y voir plus clair, nous avons avec nous Marie. Bonsoir. Bonsoir. Alors tu es éducatrice de jeunes enfants et tu travailles à la maison de la famille de Rivière-Salée. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail un petit peu? Alors, une de mes missions premières, c'est d'accompagner les parents sur leur parcours de parents et d'essayer de les rassurer sur leur parce qu'ils ont pas mal d'injonctions dès le départ, de rassurer beaucoup et de les déculpabiliser en leur rappelant souvent que c'est eux qui savent mieux que les autres et qui connaissent le mieux leur bébé. Super. Alors à côté de toi, il y a Joy. Bonsoir Joy. Bonsoir. Tu es enceinte de ton premier enfant et tu vas pouvoir nous raconter comment vous vous y prenez avec ton conjoint, bien sûr, pour préparer son arrivée. Allons-y. Alors, on a un peu tendance à trop acheter, surtout pour un premier enfant, et on peut avoir des regrets ou se rendre compte qu'il y a vraiment des choses qui nous ont pas beaucoup servi. Marie, est-ce que tu peux nous dire, en tout cas, ce qui est vraiment indispensable dans un premier temps? Au départ, ce qui est indispensable, c'est le lit pour dormir. Okay. La poussette ou une écharpe ou un simple manou pour se promener, pour sortir. Et puis une petite baignoire pour le bain, mais une grande bassine ou un grand lavabo, au départ c'est suffisant. Ça peut le faire aussi. Oui, bien sûr. Et de quoi habiller un petit peu son bébé, quoique si c'est l'été, il sera souvent en couche aussi. Ouais. Alors Joy, toi tu n'as pas perdu de temps pour commencer à t'équiper, tu as commencé très tôt dans ta grossesse. Au niveau de ce que vient de dire Marie, de quoi dormir, de quoi sortir, de quoi se laver, est-ce que... Il y a tout ce qu'il faut déjà. Tu as déjà tout ce qu'il te faut? Oui. Bon, après, on va dire les produits d'hygiène corporelle qu'on va acheter quand il sera là, mais sinon, que ce soit le lit, baignoire, poussette, on est déjà tout équipé. Donc, tu as préféré t'y prendre tôt dans ta grossesse? Oui, voilà. Comme ça, au moins, je peux le faire moi aussi et pas... c'est pas arrivé à 7 mois où je pourrais peut-être plus bouger ou quoi ou qu'est-ce que je me prends pas au dernier moment, quoi. D'accord. Prévoyante. Oui. Alors, pour ce qui est de la sortie, en promenade ou à la maison, même en fait, pas forcément pour sortir, pour maintenir le contact physique qui est nécessaire souvent pour un nouveau-né, beaucoup choisissent le portage. Encore faut-il savoir s'y prendre. Des cours existent pour cela. Nous avons assisté à l'un d'entre eux. On regarde. Oui. Emmanuelle, la maman de Chaé, aimerait trouver une alternative aux bras qui leur convienne à toutes les deux. Pour cela, elle s'est tournée vers Alexandra, infirmière puéricultrice spécialisée en portage physiologique. C'est plus pratique et je pense que pour bébé, c'est plus sympa pour lui aussi, quoi, de sentir sa maman en permanence contre lui, quoi. C'est vrai que Chaé, elle est née prématurément, donc quand les bébés naissent prématurément, ils ont besoin du contact de leur mère en permanence, pratiquement. Tout petit, les premiers jours, le bébé il se positionne en position très très fétale. Donc c'est la position physiologique de sa colonne vertébrale. Avant la pratique, Alexandra explique le concept du portage physiologique. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est que le bébé, dans le porte-bébé, se retrouve en position physiologique, c'est-à-dire que son dos ne soit pas en tension, il soit comme dans un hamac. Contrairement à ici, on va voir qu'il y a de la tension au niveau de son dos et au niveau aussi des articulations de ses hanches. Puis, on passe à la démonstration avec le sling, une écharpe sans aucun nœud à faire. Je viens chercher comme pour le bain, je viens chercher son épaule opposée.
je positionne ma main sous ses fesses et je vais venir chercher le bord du tissu pour le faire ressortir tout autour de son corps et faire remonter que le tissu qui va servir à maintenir mon bébé. Donc je fais en sorte qu'il n'y ait pas du tout de pli sur son corps. Alexandra adapte son cours en fonction des souhaits d'utilisation du parent, ainsi que du matériel qu'il a à disposition. C'est maintenant au tour d'Emmanuel et Shaé de tester le portage pour la première fois. Je te remonte ta petite main. Tu vois, là déjà, elle est en peau à peau. On sent qu'elle vient se lever sur toi. Tu as déjà presque le dessin qui se positionne bien comme il faut sur toi. Donc voilà, tu vois, déjà, tu as le pli à pli qui est dessiné. Donc avec quelle main tu vas aller chercher? Voilà. Ici, l'autre, elle est venue se positionner. Mère et fille devront prendre le temps de se familiariser avec la technique, qui ne semble pas déplaire à la petite Shaé. Alors Joy, tu te vois porter ton bébé de cette façon? Ah bah oui, hein, carrément. C'est vrai que le peau à peau, il y a une bonne complicité avec ton bébé. Donc je pense que c'est la meilleure façon, de toute façon, de porter son bébé en règle générale. Donc, Et l'écharpe comme ça te plaît? Oui, j'en ai déjà acheté une. Ah d'accord. Aussi pour pouvoir le porter comme ça. Donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Alors, pour la promenade, certains vont privilégier la poussette, ils ne se sentiront pas forcément de porter comme ça. Donc là, le choix peut être difficile. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour faire son choix dans la poussette? Pour la poussette, ça dépend de ce qu'on va faire avec, quel trajet on va faire. Donc il y en a effectivement qui vont faire du sport avec, donc voilà, plutôt une poussette tout terrain, voilà, ou sinon ça peut être une simple poussette adaptée du moment qu'elle est adaptée. Après là, on peut aller trouver des choses en occasion. Les poussettes pour les tout petits sont pas du tout abîmées. Après, c'est pas comme une coque où là on va être beaucoup plus vigilant et vérifier qu'il n'y ait pas eu de choc. Voilà, mais sinon... D'accord, donc si notre choix se porte sur les fameux packs trio, les poussettes pour les nouveau-nés qui évoluent, ou qui incluent du coup une coque, là on fait attention avec l'occasion. Voilà, la coque c'est comme un casque, on vérifie toujours qu'il n'y ait pas eu de choc, donc forcément oui, effectivement si la coque est intégrée, là il vaut mieux aller vers du neuf. D'accord. Ouais. Okay. Et après, c'est pas non plus obligatoire d'avoir une poussette dès le départ. Non, on peut très bien, comme dit Joy, commencer avec une écharpe. Au début, on va faire des petits trajets. Voilà. D'accord. Donc on peut aussi attendre que l'enfant ait 6 mois et du coup prendre une poussette tout à fait. Plus simple. Vous avez choisi ce que vous vouliez au niveau de la poussette? Vous l'avez déjà peut-être? Oui, on a déjà la poussette. Alors effectivement, on a la nacelle qui va servir de sa naissance aux 6 mois. Okay. Et ensuite, on a le hamac qui fait que 6 mois et plus. D'accord. Donc après, ça dépend dans quelles circonstances je vais l'utiliser, où est-ce que je vais aller. Je vais plus privilégier la poussette pour certains endroits et puis l'écharpe pour d'autres. Donc ça va vraiment dépendre d'où je vais en fait. Okay. Et du coup, tu as trouvé quelque chose d'occasion? Oui, pour ça. Alors oui, j'ai pris une poussette d'occasion. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est une famille qui sont rentrés en métropole et leur bébé avait que 2 mois quand ils l'ont revendu. Donc, très peu utilisé. Voilà. Ils n'ont même pas eu l'occasion d'utiliser le hamac pour vous dire. Donc beaucoup de chance sur ça. Quasiment neuf alors. Ouais. Comment faire en tout cas, Marie, pour que le bébé n'ait pas trop chaud dans sa poussette? Surtout en été. Alors oui, surtout en été, j'ai envie de dire, c'est vrai que souvent on voit qu'on protège avec un manou ou quelque chose au-dessus. Alors de protéger du soleil, bien sûr, ça c'est fondamental. Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il y ait bien de l'air qui passe et puis qu'on voit son bébé. Alors soit il est face à nous et là il n'y a pas de souci, qu'il y ait toujours une petite fenêtre. Des fois il y a des poussettes où il y a une petite fenêtre s'il est face au monde, mais toujours vérifier de pouvoir le voir, qu'il y ait de l'air qui passe, si on protège par-dessus, et puis pas l'encombrer, surtout en été, de couverture sous lui, sous son dos.
Oui, parce qu'il peut quand même faire très chaud. Alors on dit que les bébés peuvent prendre froid, mais on voit beaucoup de gens qui utilisent vraiment des couvertures, même en été, et le manou surtout posé et qui ferme hermétiquement presque l'espace du bébé. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut toujours qu'il y ait de l'air qui passe. Toujours de l'air qui passe. Alors, autre partie importante de l'équipement, ce qui concerne le sommeil de bébé, à quoi faut-il faire attention pour le lit ? Alors le lit aussi, c'est comme la poussette, ça peut être d'occasion. Faut pas oublier qu'on a, comme dit Joy, un large réseau des gens autour pour nous prêter, tout ça. Donc le lit, ça peut être d'occasion. Par contre, ce qu'il faut éviter, et en tout cas proscrire, et c'est écrit dedans d'ailleurs, c'est de rajouter un matelas épais dans un lit parapluie, les lits qui se replient, qu'on utilise souvent occasionnellement, mais il y a des personnes qui ont, c'est leur premier lit, donc on peut. Mais éviter de mettre un gros matelas, pourquoi ? Parce que la cloison est souple dans les lits parapluies, et donc si quand le bébé commence à bouger, il bouge beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, s'il se met entre la cloison, il peut se coincer entre la cloison et le matelas, là au début, il n'a pas la compétence pour en ressortir, donc c'est pour ça que c'est dangereux. Donc ça c'est à éviter, on peut rajouter ce qui est prévu dans le lit parapluie, c'est suffisant. Mais si on veut rajouter quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de dense et de pas du tout épais. Oui, parce que les parents pensent bien faire à rajouter du confort, alors qu'en fait, c'est... Voilà. Et de toute façon, c'est vrai que quand on choisit son matelas, effectivement, il faut qu'il soit de toute façon assez dense pour que le bébé soit pas lové dedans. Donc, qui garde une colonne vertébrale dans une bonne position. Et en ce qui concerne le berceau cododo, parce que l'OMS recommande de faire dormir son enfant dans la chambre des parents jusqu'à ses 6 mois, du coup on est obligé d'acheter un berceau en plus du lit qu'on a déjà acheté ? Alors non, pas du tout, on n'est pas obligé d'acheter autre chose. On peut tout à fait d'ailleurs utiliser le lit qui est prévu dans sa chambre, qu'on met au départ à côté des parents, à côté du lit parental. Et puis, par contre, ce qu'il faut éviter, c'est le cododo, réel cododo, c'est-à-dire le bébé qui dort dans le lit des parents et encore plus entre les deux parents. Alors là, ça c'est vraiment à proscrire, parce que d'autant plus que quand on est tenté de le faire, c'est quand on est vraiment très très fatigué, et là il y a vraiment risque d'écrasement, d'étouffement, parce c'est dangereux aussi. On est vraiment fatigué, donc on va pas se... Donc vaut mieux garder le lit à côté dans un premier temps, parce que ça peut rassurer effectivement tout le monde dans les premiers mois, d'entendre son bébé, lui de nous entendre aussi, et voilà. Et celui qui donne à téter, il a moins d'efforts à faire pour recoucher, comme à la maternité en fait. Oui. C'est-à-dire on a le lit à côté et on donne à téter au sein ou au biberon, peu importe, et hop, quand c'est fini, on le repose dans son petit lit à côté. Donc dormir dans la même chambre, oui, mais pas dans le même lit. Joy, vous avez choisi quelle option vous pour le lit ? Ça aussi, c'est déjà acheté ? Oui, alors le lit il a déjà été acheté, donc c'est les lits qui sont évolutifs jusqu'à leurs 5-6 ans. D'accord. Et effectivement, lui va dormir dans sa chambre. Vous avez choisi de le faire dormir dans sa chambre. Voilà. C'est ça. Je pars du principe que si à l'intérieur, il est capable de reconnaître ma voix ou celle de mon conjoint, il est capable de reconnaître sa chambre et de savoir que cet endroit-là, c'est son lieu où il est chez lui et il est apaisé, quoi. Et s'il faut qu'on déménage s'il faut lui donner à manger, c'est moi ou mon conjoint qui déménageront de chambre pour la nuit. Voilà. Après, chacun choisit la solution qui lui convient le mieux, en fonction de comment est le bébé aussi. Les choses peuvent évoluer après aussi peut-être. Donc, un nouveau-né passe beaucoup de temps à dormir, donc le lit, c'est sûr que c'est important. Mais après, quand il dort pas, quand il n'est pas dans le lit, ni dans les bras, où est-ce qu'on le pose, cet enfant ? Alors, le mieux, c'est à plat, au sol. Il ne faut pas hésiter à allonger nos bébés et même à s'allonger soi-même avec nos bébés par terre. Ça peut choquer les autres, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc, je voulais dire à plat par terre et puis sur une surface qui est assez dense, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pas le carrelage bien sûr, mais qui est trop dur, mais un simple tapis ou une natte sur l'herbe ou
une natte sur un style tapis de yoga, c'est largement suffisant. D'accord. Comme ça, le bébé est libre de ses mouvements. D'accord. C'est ce qui est important Et dans le premier temps. c'est important de laisser le bébé libre de ses mouvements, justement? Oui, justement, qu'il puisse évoluer au niveau motricité. Il a besoin d'être à plat pour pouvoir le mieux bouger et pas être forcément contenu tout le temps où là il ne pourra pas se développer au niveau des épaules, de la tête, explorer le monde, quoi. Alors puisqu'on parle motricité, on a voulu faire le point sur certains articles de puériculture avec une psychomotricienne. Elle passe en revue pour nous 4 articles. On regarde. Le parc, c'est pas adapté dans le cadre de la motricité libre. Pourquoi? Parce qu'on va limiter l'espace qu'a l'enfant pour pouvoir explorer sa motricité et pour pouvoir explorer son environnement. Pareil, si on veut accompagner l'enfant dans ses jeux, dans son exploration en tant que parent, c'est notre rôle si on fait de la motricité libre, on va pas pouvoir se mettre à côté de lui dans le parc parce que je sais pas quelle est la taille de votre parc, mais c'est peut-être un peu trop petit. Si on a besoin de laisser l'enfant entre guillemets sans surveillance pour pouvoir faire autre chose dans la maison, donc on sait que l'enfant a la possibilité de jouer malgré tout en station assise ou sur le ventre ou sur le dos, tout en étant en sécurité, et ça c'est intéressant pour ça le parc. Alors dans le cadre de la motricité libre, le transat n'est pas adapté dans le sens où on va positionner l'enfant dans une seule et même posture. Donc on va limiter ses possibilités d'exploration motrice et de jeu. Il va tout le temps rester du coup assis, pouvoir juste explorer ses mains, taper un petit peu des pieds, et c'est tout ce qu'il va pouvoir faire. Donc il faut pas voir cet objet comme un lieu dans lequel on va laisser l'enfant longtemps. Alors, le transat, c'est quand même bien sûr utile pour les repas, pour la digestion, à des moments où on a besoin aussi de laisser notre enfant en sécurité pour pouvoir prendre une douche par exemple. Et puis pourquoi pas aussi à des moments où c'est pas l'heure de la sieste, mais on sent que notre enfant a besoin de se reposer un petit peu. Alors le Yupala, c'est pas bien tout court. C'est à proscrire vraiment à la maison. Pourquoi? Parce que l'enfant il va pas pouvoir déjà acquérir toutes les étapes qu'il doit acquérir avant de se tenir debout, avant de marcher, parce qu'on va le limiter dans sa motricité. Il va pas pouvoir travailler son équilibre, l'appui sous ses pieds, les coordinations entre ses bras et ses jambes, tout ça il va pas être en possibilité de le faire à l'intérieur du trotteur. Selon beaucoup de professionnels de la santé, c'est vraiment un objet qui n'est pas adapté pour l'enfant. Si votre bébé ne tient pas assis tout seul, c'est qu'il n'en est pas encore capable. Donc c'est qu'il n'a pas le tonus musculaire au niveau de son dos, c'est qu'il n'a pas travaillé ses équilibres pour pouvoir tenir assis tout seul. Si on le positionne dans la station assise avec ce coussin-là, on va l'empêcher de développer sa musculature, on va l'empêcher de trouver les moyens de se mettre assis tout seul. Donc on va certainement retarder la station assise. Si votre enfant tient assis tout seul, il n'y a pas besoin de ce coussin-là. Et s'il ne tient pas assis tout seul, ne pas le mettre dans ce coussin-là. C'est pas préconisé. Alors Joy, est-ce que ça t'aide à y voir plus clair sur certains articles? Alors oui, effectivement, j'avais pas l'intention de prendre un trotteur. Par contre, le transat, oui, parce qu'on en a beaucoup parlé, on m'a dit que c'était pratique, effectivement, pour prendre une douche ou aller étendre son linge ou avoir besoin de 5-10 minutes avec les mains totalement libres. Effectivement, je ne laisserai pas mon bébé toute la journée dedans. Alors, Wendy, qu'on vient de voir, est aussi maman d'un petit Eloa de 9 mois. Elle pratique avec lui la motricité libre. Elle va nous montrer en quoi ça consiste. On est allé la voir chez elle. En quoi consiste le rôle du parent. On regarde.
que parent, dans le cadre de la motricité libre, a été déjà de proposer des temps à mon bébé sur le tapis. Ensuite, de l'observer, d'apprendre à le connaître, apprendre à savoir ce qui l'intéressait, lui proposer des jouets au départ pour pouvoir l'éveiller, le stimuler un petit peu. Bien sûr, pas trop de jouets, il ne faut pas non plus surstimuler son bébé. Être attentif à sa fatigue aussi à des moments, voilà. Attention la vache. Hop. Et puis au fur et à mesure, c'est aussi pouvoir lui laisser la liberté d'explorer son corps, d'explorer son environnement, son espace qui va s'agrandir au fur et à mesure où sa motricité évolue. Je suis là pour le garder en sécurité, bien sûr, faire attention qu'il ne se fasse pas mal, mais tout en le laissant avoir confiance en lui. Donc c'est important de pouvoir l'encourager, lui dire tu en es capable, t'inquiète pas, je suis là au cas où, etc. Eloa, au départ, les temps de jeu et d'éveil étaient très très courts. Et puis, en fait, ça va très vite. On se rend compte qu'un bébé, ça évolue de jour en jour, de semaine en semaine. Sa motricité devient beaucoup plus contrôlée. Alors, le tapis, on en parlait tout à l'heure, ça peut être considéré comme un des indispensables à avoir, mais ce qui est surtout important, c'est de sécuriser l'environnement. Alors, comment on s'y prend ? Alors, comme je disais tout à l'heure, le mieux c'est par terre, au sol, comme ça déjà il n'y a pas de risque de chute. Et puis après, on peut bricoler plein de choses avec l'espace qu'on a et les ustensiles qu'on a. Donc comme disait Wendy, c'est vrai qu'on peut fabriquer comme un grand parc avec un meuble, il y a des barrières aussi, du moment que tout ça est solide bien sûr, et pour avoir un espace où il va pouvoir explorer et où on pourra le laisser très peu de temps, le temps de prendre une douche, comme disait Joy, voilà. Mais protéger surtout des animaux éventuels et puis des autres enfants aussi s'il y a d'autres enfants autour. D'accord. Voilà. Et puis après, c'est la surveillance, quoi. Après, c'est la surveillance et puis il ne faut pas hésiter à s'allonger avec eux au tout début et voir ce qu'ils voient aussi. Les bébés nous attirent aussi vers le sol, il ne faut pas hésiter. Puis nous, on est fatigués en général. Les nouveaux parents sont fatigués, donc ça tombe bien. On s'allonge avec eux. Souvent, je dis aux parents, allongez-vous avec vos bébés, c'est tout bénéf. Pourquoi pas. Alors, toujours sur la sécurité, on va parler sécurité routière maintenant. Là, les consignes, en revanche, sont très précises. On va écouter Mireille Munkel, qui est la présidente de l'association Prévention routière NC. Alors, il existe 3 types de dispositifs pour un nouveau-né. Alors, les nacelles sont homologuées, elles peuvent être utilisées, elles sont tout à fait acceptables. Néanmoins, le dispositif le plus sécuritaire est la coque-auto, qui est vraiment adapté à l'enfant et qui est le plus sécuritaire. Il existe aussi des sièges évolutifs qui peuvent être utilisés à partir de la naissance, mais il faut plutôt les réserver au cas où l'enfant n'aura pas beaucoup circulé en voiture jusqu'à l'âge de 6 mois. Alors en ce qui concerne les bébés, jusqu'à 3-4 ans, l'enfant a une tête beaucoup plus lourde que le reste du corps et des muscles qui ne lui permettent pas de la maintenir. Et donc il est véritablement très très important de le maintenir le plus longtemps possible dos à la route dans un dispositif adapté. Et qu'il faut si possible installer à l'arrière du véhicule, même s'il peut réglementairement être installé à l'avant. Généralement, les coque-autos peuvent être utilisés jusqu'à 15 mois et il vaut mieux essayer de tenir avec un dispositif dos à la route au minimum jusqu'à 15 mois et si possible ne changer qu'à partir de là.
Souvent, on parle de 9 mois, mais 15 est véritablement une bonne limite d'utilisation. Voilà, donc dos à la route jusqu'à 15 mois, c'est une consigne importante à respecter pour protéger les enfants. Alors, pour finir, on va parler un petit peu des vêtements. Ça peut être un vrai casse-tête. Est-ce que tu as commencé à regarder un petit peu ce côté-là? Pas du tout, parce que comme je ne connais pas encore le sexe de mon bébé, c'est compliqué de trouver des choses neutres ou quelque chose qui dit on se dit c'est mignon, et puis on se dit je sais pas, parce que comme on sait pas le sexe. D'accord. Donc du coup, dès que tu connaîtras le sexe, donc ça va être bientôt, j'imagine, tu vas commencer à apprendre des petites choses. C'est ça, ouais. Après, j'en laisse un petit peu pour la liste de naissance, parce qu'il y a pas mal de monde qui me réclame la liste de naissance. Et comme j'ai déjà pas mal de choses à la maison, je vais le mettre dedans, et puis les gens feront comme ils veulent, voilà. Tu vas te faire offrir un petit peu les vêtements. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir en gros pour la garde-robe du bébé, Marie? Alors justement, pas grand-chose au début, juste la liste de naissance, de départ, là, ça peut suffire. Surtout que, comme dit Joy, c'est vrai que l'entourage va beaucoup offrir de vêtements. C'est ce que le bébé acquiert le plus, je trouve, au niveau des cadeaux. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire, c'est sur ce quoi on craque un peu, voilà. Ouais, mais en tant que parent, on a quand même envie d'avoir une base, voilà, de quoi habiller son enfant. Prendre le départ, vraiment le minimum, les premiers bodys, pyjamas, petite brassière en plus si on est en saison fraîche, et puis les couches et matériel d'hygiène, voilà. Mais vraiment quelque chose de, la base au départ, pas grand chose. Et puis après, attendre comme dit Joy, peut-être qu'on ne sait pas forcément le sexe, mais on ne connaît pas aussi, c'est bien pour tout ce matériel, pas que les vêtements, d'attendre cette rencontre avec notre bébé qu'on ne connaît pas encore. Et quand il sera là, finalement, on va peut-être changer d'avis sur certaines choses au niveau vêtements, matériel, tout ça. Donc, le minimum... Mais on prend quelle taille? Parce que ça, c'est une grande question aussi. Au début, on prend taille naissance et puis jusqu'à 3 mois. Parce qu'il y a des bébés qui naissent déjà à 4 kg, 4,5 kg, qui rentrent déjà plus dans du taille naissance. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'on a le conjoint, en général, qui va courir les premiers jours. Et effectivement, retourner chercher peut-être des bodys qui n'étaient pas forcément à la bonne taille, les soutiens-gorge qui, finalement... qu'on allait ou pas, on n'avait pas prévu forcément, mais bon, il y a le temps aussi de réadapter ça. Donc avoir son petit joker, conjoint ou personne de confiance quand même pour pouvoir aller compléter au cas où après la naissance. Oui. D'accord. Oui, parce que nous, on n'a pas trop envie de sortir quand même les premiers temps après la naissance. Bon, et est-ce que tu as un petit conseil à nous donner pour pas se déconcentrer? Parce que quand on rentre dans un magasin de puériculture, le problème c'est que on a envie de tout acheter en fait. Ouais. Donc peut-être la solution, c'est celle de Joy qui disait tout à l'heure, j'attends un petit peu. Moi, j'ai envie de dire, si vous arrivez à vous retenir, peut-être attendez cette rencontre avec votre bébé et n'allez pas trop vous perdre au départ. Après, vous aurez plus d'idées, en fait, qui seront plus adaptées à votre bébé qui sera déjà là. Vous avez le temps d'attendre ce moment-là, je pense, pour tout ce qui est puériculture. On ne se stresse pas pendant la grossesse. Non. Joy, est-ce que tu y vois un petit peu plus clair maintenant? Est-ce qu'il y a des choses dont tu sais que tu vas avoir besoin ou au contraire pas besoin? Alors oui, j'y vois plus clair. Alors le parc, je pensais en prendre un et au final je me dis peut-être pas. Après ça prend de la place. Oui. Ou comme dit Marie, tu vas peut-être attendre de rencontrer ton bébé. C'est ça. Et après, suivant... voilà, quand je vais voir mon bébé, peut-être que je vais me dire ça oui, effectivement je vais le prendre, et puis ça tant pis, j'ai pris mais j'en avais pas besoin. Ça servira peut-être à quelqu'un d'autre. Exactement. Alors comme souvent c'est une question de choix personnel, mais il faut quand même garder en tête qu'on n'a pas besoin de grand chose finalement, qu'on n'est pas obligé de tout avoir avant la naissance et qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut
qu'on peut prendre d'occasion, parce qu'il ne faut pas se cacher que ça représente aussi un budget, tout ça. Alors Joy, je te souhaite une belle fin de grossesse. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi aussi Marie pour tes précieux conseils. Et merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Cette émission ainsi que tous les autres programmes de Calédonia sont disponibles en replay sur notre site internet www.caledonia.nc. Excellente soirée à vous. C'était votre émission Premier Pas avec Beauté Océanienne. Révélez votre beauté naturelle.